L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle Brenfels, citoyenne suisse, résidant en Allemagne depuis longtemps et connaissant très bien l'Algérie, sur laquelle elle a longtemps travaillé. Isabelle Brenfels, bonjour. Bonjour Irsen El-Kadi. Merci, merci d'être à Radio M, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous avez une actualité comme d'habitude, c'est pour ça que vous êtes ici. Vous avez intervenu ce matin dans le cadre d'un panel chez un think tank, CARE, le Cercle d'action et de réflexion sur l'entreprise, sur le thème « Avoir un impact », les conditions de succès d'un think tank. Alors pourquoi vous venez de Berlin pour parler de conditions de succès d'un think tank? C'est parce que vous êtes vous-même à la tête d'un département, d'un des plus grands think tanks du monde, peut-être le plus grand en Europe, en tous les cas dans le domaine de la politique étrangère. C'est la Fondation Sciences et Politique, l'Institut germanique des affaires internationales et sécurité globale. Vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est le think tank que vous représentez ici? Oui, alors nous sommes une institution très vieille, 55 ans, c'est très vieux pour un think tank, qui est financé par le gouvernement allemand et c'est peut-être, ça semble paradoxal, en même temps indépendant. Nous faisons de la recherche, comme notre nom le dit, sur les affaires internationales, sécurité globale, et nous sommes plus que 70 chercheurs qui sont permanentes. Puis il y a des doctorants, puis il y a des chercheurs visiteurs. Alors nous sommes très grandes et nous travaillons, nous donnons des conseils politiques à la classe politique allemande. Alors ça, c'est notre but, d'avoir un impact sur les décisions de la classe politique allemande. En particulier les décisions qui touchent la politique étrangère de l'Allemagne? Que la politique étrangère et la politique de sécurité globale. Et la sécurité globale, c'est très vaste. Ça peut être le climat, ça peut être l'énergie, ça peut être l'OTAN, ça peut être... La migration? La migration, absolument, oui. Alors, comment vous faites pour être indépendant des 80% de financement public? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est la manière dont nous sommes gouvernés. Alors, nous avons un conseil de fondation dans lequel sont tous les partis politiques du Bundestag, ça c'est du Parlement allemand. Alors déjà, nous ne sommes pas proches d'un courant politique. Puis il y a le Parlement qui approuve notre financement, c'est aussi tous les partis politiques, puis notre directeur et pas une nomination politique. Alors comme ça, il y a déjà une distance. Et puis, je pense qu'il y a une tradition dans une démocratie consolidée comme en Allemagne, que les politiques savent qu'il ne faut pas se mêler. C'est comme la radio publique, c'est comme la télévision publique, c'est la même chose. Il y a des limites et ils le savent. Parfois, ils l'essayent, mais on a le droit. Il y a un consensus là-dessus que nous sommes indépendants, alors nous avons le droit de dire non. Nous faisons notre recherche, c'est notre liberté d'expression et je pense qu'on ne doit pas le défendre trop parce que c'est accepté. Alors, votre modèle économique, donc il y a une partie de financement privé. Est-ce que vous vendez aussi des études est-ce que vous avez des commandes? On fait rien sur commande, ça c'est assez intéressant. C'est pas qu'un ministère nous appelle et dit vous faites telle et telle étude. Non, c'est nous qui générons les sujets. Et je pense que ça c'est aussi très important. Et c'est très très grassroots, très des bases. Ça veut dire dans les groupes de recherche dont je gère Proche-Orient, Proche-Moyen-Orient et Afrique, dans ce groupe de recherche, on discute quels sont les sujets pertinents, puis on décide, on va faire un papier court, un papier long, on va faire une conférence, un colloque sur ce sujet avec des représentants de la classe politique allemande. Donc, c'est nous qui faisons l'agenda de la recherche. Et ça, c'est aussi un point très important pour être indépendant. Alors, vous faites l'agenda de la recherche, donc vous êtes sur vos propres préoccupations. À un moment donné, elles se croisent avec les préoccupations des gouvernements et vous finissez par peut-être influencer l'action des gouvernements. C'était le sujet de cette conférence ce matin. Est-ce que vous êtes satisfait de l'impact que vous avez sur les politiques publiques en Allemagne?
on n'est jamais satisfait, je dirais. Mais je pense qu'on devient d'abord plus modeste, mais aussi qu'on voit, et là, moi je suis déjà là 17 ans, alors je vois de plus en plus où nous avons eu un impact. Et c'est très rare que c'est tout un plan que nous proposons, quelque chose qu'on met en œuvre. Mais qu'on prend une partie, parfois c'est pas bien de prendre une partie, mais parfois on met de pas en œuvre les choses. Et donc, comment mesurer ça? Ça, c'est une grande discussion. C'est la question que j'allais poser derrière, oui. parce qu'effectivement, on ne peut pas vraiment savoir si on a influencé ou pas les politiques publiques si on n'a pas un instrument de mesure de l'impact. Okay. Oui, il y a un instrument quantitatif qui dit pas beaucoup sur la qualité, mais c'est la demande pour nos conseils. Pour nos interlocuteurs, qu'on a des meetings bilatéraux avec des hauts fonctionnaires, des ministres, très rarement, mais ça se passe même avec Madame Merkel. Alors, la chancelière, comme ça, on peut mesurer un peu où est la demande, mais en même temps, on doit aussi voir, il y a des collègues qui travaillent sur l'Indonésie. Là, il va y avoir moins de demandes qu'il y a au moment sur les pays du Maghreb à cause de la migration. Alors, c'est aussi un peu la conjoncture politique qui fait la demande et qui fait qu'on écoute. Puis, il y a, parfois, on écoute une phrase, un ministre prend une phrase qu'on a écrite, et il l'utilise dans un speech, ou encore plus, on le voit dans des papiers stratégiques, on voit que quelques parties de ce que nous avons dit étaient prises. Mais souvent, ça prend beaucoup de temps, alors c'est pas un mesurement strict. Oui, on ne peut pas mesurer de manière stricte donc, cette influence. Vous avez rencontré quelques-uns de vos pairs ce matin dans ce colloque, dans cette matinale du Cercle d'action et de réflexion sur l'entreprise. Et on vous a posé beaucoup de questions sur les conditions de succès, parce que c'est le sujet. C'est quoi exactement les conditions de succès? Une fois qu'on a son budget qui est bien délimité, on construit une réputation, on construit une légitimité. Comment on se construit des clés de succès quand on est un think tank? Moi, je pense l'essentiel, l'absolument essentiel, et ça, on peut généraliser, ça c'est dans tous les contextes, indépendamment si c'est une démocratie, un système hybride, transition autoritaire, je pense que c'est l'intégrité intellectuelle. Et l'intégrité de l'institution. Qu'est-ce que je veux dire? L'intégrité intellectuelle, c'est qu'on fait des papiers qui ont un ancrage dans des données scientifiques, qui utilisent des chiffres fiables, des sources fiables, qui sont transparentes dans leur méthodologie. Alors là, ça c'est super important. Nous avons un fact-checking, ça veut dire qu'il y a des gens dans notre institution qui lisent le papier et qui regardent si les chiffres sont corrects, etc. Parce que c'est important quand on construit un argument. Puis on essaye de ne pas faire la propagande, pas des positions morales, même si on essaie de faire un argument. Alors, et pas des Isabelle Orenfels, oui. Sur ce cas précis, pour illustrer un peu à nos amis auditeurs, est-ce que ce n'est pas une position morale lorsque... c'est bien, du point de vue de quelqu'un du Sud, évidemment, qu'il y ait une position morale de ce type-là, mais quand vous vous intéressez à la situation des migrants dans les camps, dans les pays autour de la Syrie, Absolument. et que vous dites, attention, il faut augmenter les financements pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là, pour qu'on puisse réfléchir à leur relocalisation et peut-être envisager une politique de migration vers l'Europe. Est-ce que c'est de la science ou est-ce que c'est une politique morale? Parce que finalement, le temps va vous donner raison. La dégradation des conditions de séjour dans ces camps font le déferlement... L'impetus, je pense naturellement. Nous avons tous une construction et des normes et des valeurs. Alors oui, nos valeurs, c'est clair, et je pense que tous les chercheurs à notre institut ont ces valeurs, qu'il y a la dignité humaine, etc. Mais on ne peut pas, si on fait son argument seulement sur ce chemin, on ne va pas arriver chez les hommes, les femmes, les classes politiques, ou chez quelques-uns, mais pas chez tous. Alors, on doit faire le cas. Et le cas là que nous avons fait dès le début, c'était que ces gens ne vont pas rester là. Et qu'on va avoir dans quelques années des gens qui veulent tous venir en Europe. On doit penser à la relocation, mais aussi penser à une politique d'immigration légale, surtout vis-à-vis, quand on regarde les pays du Maghreb, etc. Les réfugiés, c'est une autre question. Mais donc, on a...
là, on a eu un bon argument, mais on ne nous a pas écoutés, parce que les horizons de temps dans lesquels les chercheurs pensent et dans lesquels les hommes politiques pensent sont très différents. Les hommes politiques, ils essaient de résoudre les problèmes qu'ils ont sur la table le jour ou le lendemain, mais ils ne réfléchissent pas en avance 2, 3, 4 ans, normalement. Même quand Madame la chancelière Angela Merkel a décidé d'annoncer qu'elle était prête à accueillir 1 million de réfugiés, elle est quand même dans le temps stratégique, c'est-à-dire qu'elle a intégré des éléments de base de la recherche qui disent qu'il y a un déclin démographique. Pour donner du dynamisme économique à l'Allemagne et à l'Europe en général, il faut accueillir des migrants. Est-ce qu'elle a été influencée par un think tank ou par plusieurs think tanks? Probablement, il y a eu une certaine influence, mais à ce moment-là, je pense que c'était vraiment la peur de la répression. On ne voulait pas fermer les frontières, on ne voulait pas réprimer. Et je pense que ça a été le momentum critique pour Mme Merkel. Ne pas avoir une mauvaise image. Oui. Je pense que c'était ça. Et puis, toutes les autres choses sont venues. Et puis après, quand elle a aussi défendu sa position, elle a utilisé des très bons... Moi, je trouve des bons arguments. Elle a utilisé des arguments des think tanks qui ont dit, même pour l'économie, la croissance, on voit maintenant, on n'a pas plus de chômage en Allemagne. Alors, ça a eu un effet positif dans le secteur de construction, etc. Alors, ça aussi, ça coûte beaucoup, oui. Et ça coûte plus qu'une autre politique aurait coûté une politique de long terme, de relocation, etc. Alors, je pense que là, il y a aussi une compréhension qu'on doit écouter les think tanks parce que les coûts peuvent être plus hauts si on ne fait rien et puis les choses deviennent plus grandes qu'ils étaient. Madame Isabelle Reinfeldt, vous vous occupez dans l'Institut allemand des affaires internationales et de la sécurité globale du Moyen-Orient et du Proche-Orient et du Maghreb? Des deux. Oui. Et vous travaillez, j'imagine, plus sur le Proche-Orient parce que le Maghreb, ça n'a jamais été important. Non, c'est pas correct. Ce n'est plus correct maintenant? Mais quelque chose m'est venu que je veux dire après sur l'importance, comment gérer un impact, et c'est la transparence financière. Je veux seulement le dire ça. Oui, on va le dire maintenant. C'est quoi exactement ça? La transparence. Chez nous, sur notre site, on peut voir comment nous sommes financés et qui sont le financement privé. Et je pense que ça, c'est très important, encore plus important dans un contexte pas démocratique où puis on peut dire c'est la manipulation, c'est le think tank de telle ou telle personne pour justifier ses politiques. Là, je pensais aussi quelque chose, la transparence de son approche, tout ça, on doit avoir. Mais maintenant... Vous faites comme Radio M. Nous, on dit que ce studio, on a pu le construire grâce à un financement européen parce que le gouvernement algérien est contre les radios et notamment contre les radios sur la bande fréquence. Oui, nous le disons parce que nous tenons à la transparence. Oui, voilà. Absolument. Et je pense que c'est très important, sinon il y a des théories de complot, de manipulation, etc. Alors, pour le Maghreb, il y a, avant 2011, moi je travaillais déjà sur les pays du Maghreb avec une grande patience, mais c'était très difficile d'intéresser la classe politique allemande au Maghreb, parce que c'était un peu la chasse gardée de la France, ou des Espagnols, des Italiens, et puis c'était aussi, c'était pas urgent. Et comme j'ai dit, on ne pense pas stratégiquement, c'était intéressant du point de vue de l'énergie, on pensait aux renouvelables, etc. Mais ce n'était pas des top priorités. Et puis, il y a eu Mohamed Bouazizi. Il a M. Bouazizi. Et puis, il a eu la France qui était très faible au début. Parce que la France était déroutée. Ils ont soutenu Ben Ali jusqu'à la dernière minute. Ils étaient déroutés. Alors, c'était pour moi la première fois que j'ai vu que l'Allemagne était très, très active dans cette région. Alors, ils ont fait un partenariat de transformation avec la Tunisie et pour eux, c'était très important que la Tunisie soit un symbole positif. Alors, ils ont beaucoup investi là, mais aussi les autres pays, donc les pays voisins sont devenus plus importants. Mais alors, les dernières 2-3 années, pour une autre raison. Et là, c'est vraiment la raison de questions sécuritaires. Ils regardent la perspective sécuritaire que de la perspective. Alors, pour moi, c'est un pas en arrière. Alors, je vais reposer la question. Oui. Donc, depuis 2011, la révolution tunisienne, le Maghreb est devenu quelque chose qui est suivi en Allemagne par la classe politique, beaucoup plus qu'avant.
On va Beaucoup dire que plus. c'était facile parce qu'avant, c'était presque pas du tout Ça suivi. n'existait Donc, presque pas. voilà. Mais les raisons pour lesquelles l'Allemagne s'intéresse plus au Maghreb, aujourd'hui, vous dites, ce ne sont pas toujours de très bonnes raisons. C'est ça que vous dites? C'était d'abord la Tunisie qu'on peut trouver, et je trouve que c'était une bonne raison. Mais après, c'est devenu la migration et la lutte contre le terrorisme qui domine maintenant. Qu'est-ce qu'on voit dans tous les pays, surtout après 2015, après ce qu'on appelle, je dis entre guillemets, la crise de réfugiés en Allemagne, depuis, et avec les populistes qui sont devenus plus forts en Allemagne, on a vu dans les dernières élections, la préoccupation de la classe politique allemande est vraiment la migration. Donc, ce sont des réseaux domestiques. Et en plus, on doit voir que les chiffres de la migration mixte irrégulière du Maghreb, ils ne sont pas très hauts. Ils ne sont pas parmi le premier 10 en Allemagne. Donc, ce sont les médias, ce sont un peu les voix populistes qui le font très grand. Et puis, Notamment il y a eu à cause de Cologne. ce qui est arrivé à Cologne, oui. Oui. Alors, il y a... Mais je pense qu'il y a une exagération du... Comment est-ce qu'on dit? Je dis vraiment, entre guillemets, danger qui vient du Maghreb. Alors peut-être il y a une nouvelle interpellation et un nouveau challenge pour votre think tank. Vous travaillez en direction des gouvernements, vous essayez d'influencer les pouvoirs publics positivement grâce à votre savoir académique, des chercheurs, 70 qui travaillent, etc. Mais entre-temps, on a un peu le sentiment, ça a été évoqué ce matin dans la matinale de Caire, que l'opinion, elle, suit autre chose et qu'elle est travaillée par d'autres flux d'informations. Et donc, votre travail qui est orienté que vers les gouvernements, peut-être aujourd'hui, il devrait aussi s'occuper un peu des citoyens pour les amener à aussi profiter de ce savoir que vous avez et peut-être de les éclairer sur les véritables enjeux. Oui, je pense qu'il y a maintenant vraiment un enjeu pour le public avec je pense que les forces, donc on dit populistes, ils sont beaucoup plus actifs et ils ont des messages beaucoup plus simples. Parce qu'ils réduisent la complexité, ils la distortent, etc. Alors, pour eux, c'est plus simple et ils sont écoutés. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Des choses très sophistiquées pour les gouvernements. Oui, je pense que peut-être on doit aller plus dans les médias, par exemple, sortir... Et on a des réflexions là-dessus. Comment est-ce qu'on peut approcher et faire de l'éducation politique? Parce qu'il s'agit de l'éducation politique pour la population qui n'est pas tellement intéressée, mais qui commence à être manipulée. Tout en essayant de préserver votre statut un peu de think tank. Et je pense que nous n'allons pas faire beaucoup là, parce que nous sommes vraiment, notre mission, c'est d'informer et de travailler pour la classe politique, alors pour générer des idées. Mais c'est quelque chose qu'on doit vraiment réfléchir. Aussi la génération des idées. On a parlé de ça ce matin. Je trouvais que c'est très intéressant. Si on prend un pays comme l'Algérie et on regarde dans les médias sociaux, on voit qu'il y a tellement des idées, des choses qui sortent. Alors, et c'est la même chose en Allemagne. Alors la question, est-ce qu'on va avoir dans le futur plus de savoir produit décentralisé? Et les think tanks sont ceux qui médiatisent, qui font les synthèses pour les décideurs politiques. Je ne sais pas. Mais les choses changent avec la digitalisation. Avec la digitalisation, effectivement, les choses changent beaucoup. On est bien placé pour le savoir. Alors, parmi les interventions de votre think tank et des think tanks en général, il y a cette possibilité de conseiller les actions des gouvernements sur quelque chose d'un peu plus ponctuel, moins stratégique, moins à long terme, même si... Moi, j'ai en tête l'exemple de l'investissement de BBC en pleine guerre civile en Algérie en 1994. Ils ont signé un contrat avec BBC. Non, c'est la compagnie pétrolière BP, britannique, oui, pas BBC. Oui. BP qui a développé le champ gazier de Hassi de In Salah en partenariat avec Sonatrach. Et ils avaient besoin d'être conseillés pour savoir s'ils allaient en Algérie. En 1994, c'était le pire moment de la guerre civile. Et ils ont approché des think tanks, etc. Et aussi
un spécialiste de l'Algérie, je ne vais pas citer son nom pour ne pas le gêner, qui leur a dit l'Algérie, il y a une structure nationaliste autour de la guerre de libération nationale, le FLN, etc., qui reste encore très forte, très vivace, et les islamistes ne gagneront pas. C'est un pays qui va redevenir stable, et les islamistes ne prendront pas le pouvoir. Et c'est sur la base de ce conseil-là qu'ils ont décidé de faire cet investissement. Ma question, c'est, est-ce que vous conseillez aussi sur des enjeux de ce type-là? Par exemple, dans le cas de l'Égypte et de ce qui se passe en Égypte, aujourd'hui, est-ce qu'il faut consolider Sisi, ça n'engage que moi, un régime très autoritaire, voire dictatorial, ou est-ce qu'il faut proposer autre chose? Un think tank comme le vôtre, comment il conseille son gouvernement? Je pense que là, il y a des différents concepts. Comment un pays peut être stable? Et je pense que presque tous les collègues que je connais, moi je ne travaille pas sur l'Égypte, mais tous mes collègues qui travaillent sur l'Égypte, ils pensent que l'Égypte ne peut pas se sortir seulement par l'aide économique et par la coopération sécuritaire, qu'il faut une troisième dimension, et que c'est la dimension politique, ça veut dire plus d'inclusion. Des questions de gouvernance, de corruption, etc. Alors, je pense que là, nous conseillons dans cette direction. Mais comme j'ai dit avant, il y a des différents horizons de temps entre les décideurs et les chercheurs. Alors, les décideurs, ils ont peur que l'Égypte éclate demain. Alors, eux, ils pensent qu'avec de l'argent, avec des crédits du FMI, on peut stabiliser. Et là, il y a vraiment une divergence. Et je vois que quelques-uns nous écoutent. Mais j'ai l'impression que, et ça s'appelle seulement l'Allemagne, c'est toute l'Europe, va dans la direction stabiliser à tout coup sans trop critiquer. Alors, c'est ça que je vois. Oui. Mais alors, oui. Oui, donc un voyage de Mme Merkel en Égypte, ce serait comment vous l'intégrez dans ce conseil-là? Vous pouvez lire, nous avons des pièces d'opinion et j'ai un collègue qui vous est me très renvoyez actif. vers le site. Vous pouvez on va revenir au Maghreb. Vous pouvez regarder notre site et vous allez voir que c'était critiqué, alors, dans les médias par mes collègues. On va finir d'un mot sur l'Algérie et le Maroc, mais commençons peut-être par le Maroc. Ça c'est intéressant. Par le Maroc, par exemple, dans votre projection de l'évolution du Maghreb et dans le rapport de l'Allemagne avec le Maroc, est-ce que vous avez intégré un épisode un peu comme celui du Hirak qui pouvait intervenir? Est-ce que vous le voyez dans votre tableau, un épisode de ce type-là? Oui, on le voyait beaucoup plus que les hommes et femmes politiques parce que le Maroc a une stratégie de communication excellente. Ils ont achevé beaucoup dans la modernisation de l'infrastructure avec leur politique en Afrique, mais en même temps, il a ce décalage entre les pauvres. Il a vraiment une couche sociale démunie. Et il y a des problèmes socio-économiques graves. On sait maintenant, il y a des régions qui sont plus marginalisées que d'autres. Et ça, on a toujours dit qu'avec tous les acquis, on doit quand même regarder qu'il y a des choses qui pourraient être un facteur de déstabilisation, et ça on a toujours dit. Mais encore une fois, ce sont des choses qu'on nous écoute. Alors, mais est-ce qu'on va, on est à Alger, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, c'est autre chose. L'impact, c'est autre chose. Isabelle Wilhelmsens, j'imagine que votre expertise sur l'Algérie et celle de votre think tank vous amène à être interpellé par le gouvernement allemand, par la classe politique sur la succession en Algérie. Qu'est-ce qui va arriver en Algérie? On doit sûrement vous poser la question. C'est pas l'horizon temporel de 20 ans sur lequel travaillent un peu les chercheurs, mais c'est quand même une question qui intéresse beaucoup les politiques, j'imagine, et les partenaires de l'Algérie. Alors, vous répondez pas à ça. Non, je réponds. Non, mais c'est intéressant parce que moi, je pense que l'Algérie est plus stable qu'on le croit. Je pense que c'est une stabilité très, très faible. Et j'ai eu, dans mon doctorat, j'ai eu l'image contradictoire d'un équilibre d'instabilité. Ça veut dire beaucoup des dynamiques d'instabilisation, mais en même temps, il tire doucement dans une autre direction. Alors, il n'y a pas une direction, je vois mal que quelque chose passe comme on a vu en Syrie, en Tunisie, en Libye. Et j'ai l'impression que quand même, on a quelques années encore de liquidité. Et alors, la question est comment on va jouer ça? Comment on va faire avec les réformes économiques? Et puis,
là, je pense que ça va se décider. Et sur la succession, je vous pose la question, vous me dites, parce que je pense qu'on est tous un peu perdus et c'est un sujet qui est sur la table depuis des années. Alors, je vous repose la question. La succession, c'est un sujet récurrent du Café Presse Politique tous les mercredis à 18h. Isabelle Werenfels, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.